Je sais que moi je ne vais pas ça. Oui, ça m'a plu. Cette fois-là. C'est un très beau film, vraiment. Je connais bien le travail de Nourit depuis longtemps. Là, c'est une trouvaille aussi, parce qu'il fallait le faire, de s'intéresser à une lettre. Alors, bon, pour moi, le R, il y a deux époques. Quand j'étais à Alexandrie, jusqu'à l'âge de 9 ans, le R était roulé, comme il est dit très bien dans le film. Et quand je suis arrivé en France, un peu comme la traductrice persane, qui a perdu en quelque sorte son accent en arrivant en Israël. Moi, quand je suis arrivé en France, je me suis dépêché de perdre le R roulé. Voilà, parce que ce sont vraiment deux époques, et moi je vous dirais même ces deux langues. Le français tel que nous le parlions en Égypte était certes un français, mais qui, comme souvent, le français n'a pas vieilli de la même façon qu'en France. Donc nous avions gardé des régionalismes, on peut dire. On disait fontaine pour robinet. On disait plat pour assiette. Enfin, ça peut donner lieu à des tas de confusions. Mais c'est pour dire que la langue était quand même autrement prononcée. Elle avait un autre rythme. Elle avait une accentuation qui, grâce au R roulé, changeait la mélodie de la langue. Alors que en France, c'est autre chose. C'est très beau d'ailleurs, c'est pas la question. Mais c'est pas la même langue. Et alors j'ai un souvenir qui va vous amuser. Lorsque mon père est arrivé un peu plus tard que moi-même, ma sœur et ma mère, il a été à l'école rencontrer le directeur. Mon père n'était pas un bavard. Hein. Bon, mais enfin, ce jour-là, il s'est intéressé au travail de son fils. Et le directeur, un peu plus tard, entrant dans la classe, me dit « Mais votre père, il est du Sud-Ouest ?» Je dis « Bon... » J'ai rien dit. Il devait le savoir, d'ailleurs. Non, pour lui, c'était le Sud-Ouest. Mais ce qui est curieux, c'est que par la suite, le Sud-Ouest, justement, est devenu vraiment un lieu que j'aime beaucoup, que je fréquente très souvent. Et lorsqu'on y songe, regardez bien une carte et regardez la Gironde. La Gironde, c'est un département presque carré, comme l'Égypte, traversé par un fleuve, comme l'Égypte, et aussi il y a des séquences entre évidemment l'océan, les pins et le sable d'ailleurs. En Égypte, nous avions la même chose, sauf que c'était des palmiers au lieu de pins. Donc voilà comment ça s'organise en fait dans la tête et pourquoi le Sud-Ouest a été vraiment surdimensionné à cause de la parole du directeur et que j'ai ce souvenir parce qu'il a insisté. Il y a des mots qui, chacun d'entre nous connaît ça, insiste. Voilà. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi. On peut faire un travail analytique de très longue haleine,
on peut désamorcer certains mots qui justement insistent, mais en fait, on n'arrive pas à savoir vraiment pourquoi. En tout cas, dans un premier temps, voilà ce que je vous dirais. Et il y a beaucoup d'amis d'Égypte qui sont là, et ils vont certainement intervenir, parce qu'ils ont des tas de choses à dire sur notre langue. Voilà, je passe la parole à Rosie. Mais vous allez... Et après, je reprendrai. Voilà, très bien. Moi, j'ai ce petit papier, Oui. depuis que j'ai vu ton film une première fois tout de même, et qui n'arrête pas de m'inspirer. Et je ne sais pas s'il est là. Récemment, quelqu'un, un écrivain journaliste, Michael Gomez Gouthart, s'il est là, m'a envoyé une très belle nouvelle dans laquelle il y a une citation qui dit mieux que moi ce que j'ai envie de dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un accent, sinon la quintessence de la trahison? On devrait traîner ces odieux accents devant les tribunaux et les faire condamner pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Ça m'a parlé, c'est pour ça que je l'ai recopié sur mon petit bout de papier sur ma table, parce que c'était un peu l'impression que j'avais quand je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans et que je roulais les airs avec une amie. On est venu étudier à Grenoble et les gens nous regardaient presque jusqu'au fond de la gorge. Et c'était tout à fait, enfin il y a un côté kafkaïen dans cette citation, mais qu'est-ce que je fais de mal? Le R. Et on s'est appliqué, au bout d'un moment, pendant des mois, à ne plus rouler le R, cette lettre qui trahit. Voilà, ça c'est ma petite anecdote personnelle. Mais j'ai plein d'autres choses à dire entre-temps, parce que tu es vraiment une grande poétesse de la langue, enfin pour moi qui traduis, j'ai réentendu d'autres choses. J'ai entendu, bon, depuis la première fois, cette extrême fragilité qui nous trahit justement dans la langue, et que chaque personne reprend à son compte. Dès le premier, l'écrivain norvégien, sa vulnérabilité devant le père, après la petite japonaise, l'enfant qui est obligé de traduire ses parents. Je veux dire qu'il y a cette fonction très tôt. Et Luba Jürgenson qui parle Luba, et la japonaise aussi, ça m'a frappé, et Orlinoy, les trois, parlent d'une troisième langue. C'est une chose qui m'importe beaucoup, que dit Antoine Berman, un grand penseur de la traduction. Un troisième terme. Chez chacun de nous, il y a en toile de fond, en note de fond, une troisième langue qui, quelque part, nous sauve, nous fait avoir un pas à côté entre les deux. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose dessus. Oui, sur cette troisième langue, écoutez, moi, ce qui m'intéresse dans le film de Nourit, c'est qu'il y a une menace, si vous voulez. Il y a une menace. Si vous perdez le R roulé et que vous arrivez dans le commun du R français, vous avez quand même perdu quelque chose. Et sans utiliser les mots savants de la psychanalyse, il y a là quelque chose de la perte qui n'est pas sans effet. Après, bon, on sait que ce qu'a raconté très sympathique traducteur créole, bon, et ça rejoint aussi des événements de la Bible où la prononciation, si on ne l'a pas correctement, c'est mortel.
Bon, il y a dans la Bible... Chibolette. Voilà, c'est donc un chibolette, c'est un mot de passe. Et je pense, moi, avoir ressenti cette menace de... Si vous ne prononcez pas bien les choses, attention à vous, c'est foutu. Voilà. Donc, c'est ça que ça m'évoque, cette troisième langue, c'est plutôt l'idée que d'une langue à l'autre, pour reprendre un film de Nourit, d'une langue à l'autre, il y a une perte. Alors, est-ce qu'elle est salutaire? Après tout, on pourrait se poser la question. Est-ce que d'avoir fait l'expérience de la perte de l'accent est plutôt salutaire ou pas? Eh bien, je ne saurais conclure, franchement. Mais je pense que mes collègues ont des réponses. C'est possible. Parce que... Tiens, ouais. Oui, oui. Moi, je voudrais faire référence à mon petit papier parce que ça continue de me travailler. Quand j'ai vu la première fois ce film, j'ai été très frappée par la première image, son image, et ça m'a refait la même chose. J'étais préparée pourtant. Je parle de ces... Et d'ailleurs, j'aimerais que tu nous en parles tout à l'heure. Je parle de cette première image qui est pour moi comme une première phrase de roman. C'est ça que j'aime au cinéma comme dans un texte littéraire. Ça m'a pris immédiatement. C'est laquelle la première pour toi? Il y a cette herbe, cette touffe d'herbe qui envahit tout l'écran. Il y a un vent, un frisson qui le traverse, et il y a le de la musique qui a été écrite pour ça, tu me l'as dit. Attends, la musique, on est bien d'accord que c'est la Ursonate qui a été écrite en 1932. D'accord. Bah, il faut bien me le dire. Mais enfin, si tu veux, pour moi... C'est Schwitters, juste pour remettre les choses. Schwitters, c'est un peintre très connu, des dadaïstes, et qui a écrit cette sonate, qui est vraiment fonctionne selon toutes les règles de la sonate, et qui est... Donc, il y a Blond, et c'est très connu, c'est une demi-heure, hein, la Ursonate. Et il y a Blond, c'est un des interprètes les plus connus, il l'a déjà interprété dans le monde. L'autre jour, il était là, il a dit que peut-être 400 ou 500 fois. Cette Ursonate qui est écrite entre 1918 et 1932. Donc, il chante un bout, et il y a beaucoup les lettres, et il chante un bout, j'ai pris un bout avec le R, hein. Et c'est le même Ya Blond que tout au long, après, continue à improviser sur le moment de fleurs. Hein, mais la Ursonate, moi, ce que je trouve, ce qui est miraculeux, que c'est justement pas écrit pour le film, mais qu'il y a une synchronisation telle, c'est-à-dire que ça, c'est un miracle, que quand j'ai mis sur... C'est-à-dire que je savais que je commençais avec la Ursonate, et quand j'ai mis ces herbes, on a l'impression que c'est lui qui, dans sa respiration, qui fait bouger l'herbe. Hein. Tout à fait. Et toi, tu avais l'impression qu'en fait, c'était écrit. Oui, absolument. Sauf que c'est écrit en 32 et qu'elle existait avant l'herbe. C'est-à-dire que je savais que je vais commencer avec ces bouts et qu'après, je filmais ça un peu par hasard. Hein. Et c'était à Saint-Malo, et c'était à côté, il y avait un vent terrible, et je me suis arrêtée. Et d'ailleurs, ce qui était drôle, j'étais avec un autre cinéaste, Henri Colomer, et tous les deux on a vu ça, et tous les deux on a filmé ça, et on a dit ça fait rien, que c'est-à-dire que même si on utilise le même plan l'un et l'autre par deux films, vous sauriez tout qu'on est bien conscient, et qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut le faire tous les deux, parce qu'on était là à les voir et à envie de filmer, c'est beau. Donc il m'a écrit l'autre jour que son film n'est pas encore prêt pour utiliser ses plans, donc on a fait, donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui sera comme son sur ces plans qui n'est pas les mêmes, parce qu'on n'a peut-être pas cadré pareil. Ben écoute, merci beaucoup pour ton explication, parce que pour moi, c'est vraiment, ça m'a
complètement propulsée à l'intérieur du film et j'ai tout le temps senti ce et C'est et le souffle est à top. Le souffle. Et donc, la semaine dernière, toujours sur ma table, en train de travailler l'hébreu, c'est mon travail. Si tu traduis Je de traduis l'hébreu vers le l'hébreu. français. Je me retrouve, dans mes errances à moi, devant le bout de verset du début de la Genèse, Varuach Elohim merachefet al pnei hamayim. Et j'ai mis à la place de maim, merachefet al pnei haesef, je vous traduis, et le souffle d'Elohim plane, effleure la surface des eaux. Mais moi, j'ai vu cette touffe d'herbe frissonner et j'ai l'impression, dans tout ce que tu as filmé, entre les paroles de tes personnages, qu'il y a cette espèce de souffle du langage qui effleure. Et comment tu as traduit roi? Non, là, comment tu souffle. Et tu reviens sur le mot souffle. Et évidemment que roi, on peut le traduire par vent. Donc tu as vu que dans le film, souvent, il y a le vent dans les fleurs, et qu'à Yap, parce qu'il y a et Georges Bloch, qui étaient les concepteurs du son, ils ont travaillé ensemble, et là, on a décidé, il lui a dit d'improviser autour de R, A, I, R. C'est-à-dire qu'il a improvisé autour de R, l'air, vent. Hein? Rouar. Donc c'est ça qui est, moi je filmais souvent, mais je filmais avant. C'est-à-dire que je filmais les rouars dans les fleurs, dans les plantes, et après lui, il improvisait à partir du air, donc du souffle, de la respiration. Rouar et de le ha qu'il y a dans le souffle en permanence. Ouais. Donc c'était ça, hein, tout au long du film, il revient. Mais à partir de la Ursonate qui est donc écrit. Donc ce qui est intéressant, que c'est écrit en grand, je ne sais pas si tout le monde a remarqué, et c'est marqué Schwitters, Ursonate 1900, etc. Et il y avait, comme je savais que c'est difficile, on ne connaît pas, on s'est demandé combien de temps je regarde Paul tout le temps, là, derrière, et combien de temps je laisse ces cartons, pour qu'on voit vraiment que je veux que vous regardez ces cartons. Mais je crois qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on regarde le rouard dans l'herbe. Voilà. Dans l'herbe, traverser absolument tout le film. Oui, oui. Et poétiquement. Ça fait penser à l'après-midi d'un faune. Cette poursuite des mots et du souffle dans ce qu'on dit qui contrebalance un peu la fragilité de la... Pardon. Oui, tu as mis. Oui. Je voulais dire, ce souffle qui parcourt la nature en quelque sorte et qui contrebalance un peu la fragilité, la vulnérabilité de la parole des personnages qui est absolument merveilleuse. Oui, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les couleurs et dans le fond un effet de synesthésie. Et donc, alors ça il paraît qu'il y a des gens, parce qu'on m'a demandé, nous on parle de synesthésie, que peut-être il faut dire ce que c'est, parce que je sais qu'il y a des parce que oui, c'est une façon de, comment dire, de voir le monde avec deux sensations, parfois trois, en même temps. Donc la couleur, par exemple, il y a des gens qui voient les lettres et leur attribuent une couleur. Il y a des compositeurs connus, je crois que c'est un sens. Mais il était Debussy, il était ce qu'on appelle synesthésie. Ben oui, c'est ça. Donc synesthète, oui, synesthète, bon. Mais enfin, si vous voulez bien intervenir,
ben voilà, il y a Cosimo qui veut. Est-ce qu'on peut donner la parole à la salle maintenant? Moi, j'ai encore une question. Et puis on reviendra. Oui, on va revenir vers toi. Non, pas moi. J'ai des questions à poser. À nos rythmes. Bon. Eh ben, moi je donne la parole à Cosimo Trono qui veut parler, et après ça reviendra. Très bien. Merci. Je voulais remercier d'abord la réalisatrice pour cet éloge des correspondances de Baudelaire. Les parfums, les sons, les couleurs se répondent. C'est absolument, je suis très content que vous parlez de Baudelaire et pas de Rimbaud. Parce que tout le monde, souvent on parle d'abord de Rimbaud, on dit que c'est la même chose. Alors moi je réponds toujours que pour moi c'est pas la même chose, parce que lui c'est le voyelle, moi c'est clairement, ma synesthésie à moi elle est clairement de consonnes. Et je crois que c'est parce qu'en hébreu, c'est les consonnes, les voyelles. On prétend qu'il n'y en a pas, mais donc en effet c'est plutôt Baudelaire. Si je peux ajouter aussi le linguiste Ferdinand de Saussure, sur qui on a écrit un livre, Les mots sous les mots. Les mots sur les mots? Sous les mots. Sous les mots, c'est ça. Hein, que Lacan cite dans les écrits à propos de l'instance de la lettre, pour parler de lettres. Et finalement, il y a dans cette instance une sorte de cinématographie des mots sous la lettre. C'est-à-dire la lettre, c'est un vaste continent, et la lettre est en particulier. Je roule peut-être l'air comme les Italiens. Voilà. Mais l'instance de... Vous êtes de la partie d'Italie. Voilà. On roule l'air. Voilà. On roule l'air. Et puis sous les lettres, il y a des discours, plein de discours, comme sous les mots, il y a des discours. Et c'est cela que l'oreille doit aussi pouvoir percevoir et entendre dans votre film. C'est un immense chantier ouvert à la psychanalyse et à l'oreille du psychanalyste. Donc je vous remercie pour cet apport. Merci à vous. Voilà. Attends, je vais le faire. Ah oui, c'est pas mal ça. Question, vous voulez ici? Oui, bonsoir et merci. Je voulais vous poser 3 questions. La première, c'était quand vous avez tous les trois peut-être, abandonné le R roulé pour le R dit français, est-ce que ce R roulé, vous pouvez le retrouver aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de le réactiver? Est-ce qu'il est naturel pour vous? Ensuite, je me demandais, quand vous êtes arrivé justement en France, pourtant le R roulé existait encore chez certains, comme chez les Berrichons. Je pense à Colette ou à Bachelard, quand on les écoute dans une émission de radio, on entend encore ces R roulés, dont on prétend même que Colette en abusait un petit peu justement pour s'opposer au parisianisme et montrer qu'elle venait de province. Et puis je me demandais aussi si pour vous cet abandon du R, ça a été justement un abandon, une perte, une rupture, ou si ça a été justement une bouffée d'air pour vous, ou si au contraire ça avait été un vrai poids pour vous intégrer finalement. Bonne question. Oui, c'est une bonne question, mais en fait, c'est dans le mouvement de l'intégration. Mais il est vrai que certaines régions françaises gardaient le sud-ouest dont j'ai parlé, justement, c'est pour ça et gardaient le R roulé. Mais à Paris et généralement en France, c'était quand même... on ne roulait plus les R, on ne les roulait pas. Bon. Mais oui, votre question est pertinente. Maintenant, je reviens aux couleurs quand même, parce que j'aimerais bien que mon ami Jo intervienne là-dessus, lui qui s'est beaucoup intéressé aux couleurs. Ça te dit ou tu veux pas intervenir? Oui, si, je voulais intervenir, mais pas sur les couleurs en particulier, parce que la synesthésie, c'est une affaire qui touche tous les sens. Je pense que la toute petite enfance, on les a toutes, et qu'elles se perdent ensuite. C'était un petit peu mystérieux, mais il y a des recherches qui sont faites là-dessus.
Non, je voulais intervenir sur la question du R roulé que nous avions. Et je ne crois pas qu'on roule les R, c'est les R qui nous roulent. Voilà. Quant au R parisien, il est râlé plutôt que roulé. Si je peux me permettre. La première image, ce qu'elle m'a évoqué, c'est un mot de Fédide, Pierre Fédide, qui disait « Le frottement est une expérience de pensée ». Et je crois que ça court tout au long du film. Il est question de frottement, avec le R. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et tu l'as dit. Très bien. Et André? Non, pas tout de suite. Alain? Non plus. Moi, j'aimerais vous poser une question. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. Oui, moi j'ai eu l'impression que les différentes personnes qui ont été interviewées sont soumises toutes à des dilemmes. Et donc dans plusieurs cas, ce sont des dilemmes par rapport à des générations, c'est-à-dire par rapport à leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc c'est peut-être aussi votre cas, dans votre enfance, vous avez été soumis à ce genre de dilemme. Dans d'autres cas, il y a des dilemmes géographiques. Je crois dans le cas du Norvégien, un petit peu comme en France aussi, il y avait des conflits sur les régions. Mais le cas le plus compliqué, c'est celui d'Israël, où il y a en plus un dilemme sur l'origine. Donc, par la prononciation du R, on comprend l'origine et le moment où la personne est arrivée. Mais en plus de ça, il y a un dilemme par rapport à ce que l'Israélienne d'origine iranienne appelle le Resh Tiknit, c'est-à-dire le R officiel. Donc c'est un dilemme par rapport à la norme, c'est-à-dire le R qu'on entendait dans le passé dans les Hadashot à la radio, à la télévision. Mais j'ai l'impression qu'en Israël, ce n'est pas seulement le Resh, c'est aussi le Hate et le Ain et le Aleph qui peut être prononcé comme le Hamza en arabe. Oui, en effet, c'était ces trois lettres-là que vous avez bien dit et que moi je ne sais pas dire. Mais c'est-à-dire que les Het et les Ain, qui sont comme et les Reish, comme en arabe, c'était très difficile pour les gens qui sont venus d'Europe de les dire. Tandis que donc ils ont gardé les R, parce que celui-là, ils l'ont appris à les dire, hein, le Reish roulé, hein, les R roulés. Mais c'est avec l'idée que c'est une langue sémitique, donc certainement avant, on a dû parler, bon, l'époque biblique ou n'importe, on a dû parler comme ça, et commencer, elle les dit, parce que les Juifs yéménites ou les Palestiniens qui étaient à côté parlaient comme ça. Donc on se dit que dans l'hébreu, qui est une langue sémitique, mais l'hébreu moderne, il est très très influencé par les premiers parlants qui sont de la langue yiddish. Bon, il y avait aussi l'hébreu Yerushalmi qu'on parlait en Palestine au XIXe siècle. Oui, mais ceux qui ont renouvelé la langue, le grand mouvement de renouvellement de la langue, ils venaient quand même d'Europe, les renouvellements, hein, et ils venaient du yiddish où on ne roule pas l'air, c'est ça. En fait, Orly ne le dit pas, mais curieusement, c'est dit par Louba, par rapport aux Juifs en Russie, qui parlaient les Russes et sans rouler les R comme en yiddish. Et en Israël, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on parlait les R comme on parlait en yiddish. Et donc, je parle bien les premiers arrivants, hein, la première vague qui a renouvelé la langue. Et c'est drôle parce que Louba le dit, mais dans un autre pays. Le micro. Oui, après, ça redescend. Oui. Non, il y a là quelqu'un qui voulait donc. Vous parlez pas. Oui, je voulais vous poser une question sur la troisième langue dont vous avez parlé.
Et moi j'ai compris que c'était une langue un peu intérieure qui serait et avec laquelle on fait le lien entre les différentes langues qu'on peut, soit les différents accents, soit les différentes langues. Voilà, je voulais savoir donc qu'est-ce que vous entendiez par troisième langue. Et je voulais faire une toute petite remarque, si je puis me permettre. J'ai regretté qu'il n'y ait pas eu de paroles en créole. On a eu en chinois, en russe. C'est exactement, tout le monde c'est pareil. Et quand ils se présentent, tous, ils se présentent dans leur langue première. Et lui, tout le monde. Hein. Donc chacun parle sa langue. Et lui parle en créole qui ressemble en français. Et du coup, vous n'avez pas remarqué qu'il parlait les créoles. Hein. Et lui aussi, comme tout le monde. Et là, il y a quelque chose. Toi, tu veux, voilà. La troisième langue est en fait celle qui nous sort du conflit entre deux langues. C'est ce que dit la japonaise. Il dit entre l'accent français et l'accent coréen, et ces deux personnes, pardon, l'accent japonais, entre ces deux personnages, ces deux personnalités, apprendre le coréen l'a fait sortir un peu des deux. Je crois que Luba aussi dit... Quelle troisième langue est là, Luba aussi. Elle a parlé des Ukrainiens, elle sait, je veux dire, c'est peut-être ça. Elle sait l'allemand par ailleurs, mais il y a toujours, surtout chez les traducteurs, c'est un traducteur qui le dit, cette sortie du choc de deux langues. Chateaubriand parle du latin entre le français et l'anglais. Et moi, je voudrais répondre aussi pour l'accent. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'on retrouve le R? Personnellement, je ne peux plus rouler le R en français. Ça m'est impossible. Mais il suffit que je parle le turc pour que je le roule à la turque, qui est comme le créole, très léger, ou comme le persan, très léger. Voilà, ou en anglais. Mais le fait d'être passé par cette épreuve fait que maintenant c'est une musique qui est propre à chaque langue. Voilà. Attends, je peux? Et je ne sais pas si tu as remarqué, si vous avez remarqué, que quand tu as cité la Bible, en hébreu, tu as absolument roulé les R. Je me suis efforcée toute la semaine. Pour dire le roi, avec un R roulé. Oui. C'était très joli. Mais ça ressemblait à... C'était un R qui était pas... Qui était un R qui était spécifique à toi et qui vient du turc. Hein. Absolument. Et j'attendais un R turc dans l'hébreu que tu as cité la Bible. Et c'est comme Orly qui dit que quand elle parle anglais, c'est l'accent persan qui vient et pas l'accent hébreu. Donc chez toi, j'ai vraiment entendu en hébreu les R turcs. Comme chez Orly. Oui, il y a là-bas le micro, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Oui, pardon. Bonjour et merci beaucoup pour ce film. Moi j'avais une question sur le travail de réalisation, notamment par rapport à la parole, puisque le film intègre de la parole je me demandais comment vous aviez travaillé avec les personnes qui étaient interrogées, parce qu'elles avaient chaque fois comme un plan presque fixe, face caméra, avec un récit qui semblait avoir été, peut-être pas appris, mais déjà éprouvé, qui passait pas pour la première fois par leur corps, disons. Donc je me demandais, voilà, comment ça s'était fait, ce travail-là. Et de la même façon, les personnes étaient pour la plupart prises dans leur intérieur, mais un intérieur assez dénudé, presque graphique chaque fois.
je me demandais si c'était un choix de réalisation ou si c'était un peu le hasard ou moi qui ai cru voir ça. Voilà. Comment vous les avez introduites à leurs paroles sur le R et comment vous les avez accompagnées dans cette parole face caméra? Et je ne sais pas si je te laisse témoigner de notre expérience commune, mais ça se prépare beaucoup, on parle beaucoup avant, on décide ensemble quels sont les points, c'est-à-dire que quels sont les points qui moi m'intéressent. C'est pas un interview, c'est pas comme on fait maintenant, c'est préparé. C'est interdit d'apprendre par cœur, n'est-ce pas? Mais quand même, on se met d'accord sur quoi parce que moi j'ai vu les personnes avant, donc ils m'ont parlé de beaucoup de choses, mais j'insiste, qu'est-ce qui m'intéresse? Parce que moi, j'ai derrière l'ensemble de films, je sais ce qu'ils vont dire les uns les autres. C'est pas toujours maîtrisé, mais moi j'étais surprise, beaucoup d'échos qu'il y a l'un à l'autre. C'est-à-dire que des gens, je ne m'attendais pas du tout qu'une Algérienne parle des langues des hommes et des femmes par rapport au air roulé qui est masculin, dit-elle, et en Louba, la russe, mais parle de la même chose en disant, comme preuve, c'est que chez Tchaïkovski, ce qu'ils doivent chanter les dames, c'est des pros. Oui, sans R. Donc, comme quoi les R roulés est masculin. Hein? Et ça, après, j'ai ouvert des livres de linguistique où il y a. Et on prétend la même chose. Donc, je dis prétend, au début, je ne croyais pas, mais après, c'est venu vers moi et c'était pas. Je n'ai pas pensé faire un film sur le gender pour être dans l'air du temps. Mais c'est arrivé comme ça et j'ai trouvé ça formidable. Par rapport au cadre, c'est ça que vous voulez? Oui. Vous voulez que je vous parle du cadre? C'est ça? Si vous voulez pas... Je veux bien parler, mais vous demandez est-ce que c'est le hasard ou pas, c'est une bonne question, mais c'est-à-dire c'est comment encadrer le hasard. Hein? Encadrer le hasard, un peu. Mais il y avait pas mal de hasard, et c'est vrai que le cadre, il est pour moi très précis, et je peux dire même plus. Pour moi, quand je rentre dans un espace où je vais interviewer les gens, pas interviewer, mais il y aura cette... Et pour moi, je dis toujours que c'est une performance que mes acteurs vont faire. Et pour moi, quand je rentre dans une maison où je vais le faire, il n'y a qu'un cadre. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas un autre. Et c'est pour ça que je reste toujours sur le même. Hein. Moi, dans ce genre de film, je ne dis pas que si je ferais un autre film, j'ai envie qu'il y a un cadre et que je ne m'arrête pas, c'est-à-dire qu'une fois que le cadre est décidé, et les cadres et les cadres entiers, je donne le mouvement, c'est le mouvement de la pensée. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'attraper. Et c'est là où il y a les mouvements. Je n'ai pas besoin de bouger ma caméra. La caméra, elle est là, et c'est précis, mais après, je ne vais plus bouger. C'est à eux. Vraiment, la scène est à eux, à ceux qui... Je montre toi parce que j'ai fait avec toi. Et là, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est voir les mouvements de la pensée. Et ça se voit complètement. Pour moi. Hein. Merci. C'est vrai que le micro redescend, si c'est possible. Merci. Non, c'est temps de nous donner... Merci Norit. J'ai une toute petite question qui est un sentiment, une sensation. C'est-à-dire que dans toute la conversation qui a eu lieu, on a parlé de manière plus ou moins savante du R, de la langue, etc. Et le titre du film, c'est Errance. Et là, il a été mis sous le boisseau, le mot errance. Lettre errante.
C'est cette Oui, lettre-là. mais il y a quand même, j'ai trouvé qu'errante, c'était à peine, c'est dans le titre et puis après, enfin moi ça m'a fait penser à l'errance, donc peut-être que Les gens, ils sont déjà à l'errance parce que tous ont bougé d'un endroit à l'autre. Je veux dire, ils ont tous été dans une langue et ils ont bougé, ils sont dans une autre langue. Mais je crois aussi, pour moi, le R, c'est la lettre qui erre le plus dans la bouche. C'est-à-dire que elle erre, elle circule dans la bouche. Je ne crois pas qu'il y ait une autre lettre de l'alphabet qui se prononce dans des endroits si différents. C'est-à-dire, elle est vraiment au fond de la gorge, au seuil de la gorge, les palais, la langue qui roule une fois, deux fois, ça dépend. Les R doux, hein, des pays comme les Turcs, les Persans, l'Iran, et après il y a les R qui roulent beaucoup de fois en Espagne, etc. Mais c'est-à-dire, c'est un son d'une lettre qui erre dans la bouche, et je ne vois pas une autre qui erre autant. Donc c'est cette lettre qui erre. Et aussi, évidemment, avec elle, les gens, parce que justement, c'est les passages. C'est justement cette histoire de passage, hein, donc tout le monde parle de passage. Oui, c'est effectivement le R apparaît curieusement presque de manière universelle. C'est très impressionnant. Oui. Il n'y a pas une autre. Il y a quelque chose d'impressionnant qui fait que ce R, qu'il soit roulé ou qu'il soit absent, oui. Il y a beaucoup qui sont absents, oui. En Asie, mais il est absent, mais en fait, au fond, il nous absente. Et ça, c'est très intéressant, j'ai trouvé, que toutes les personnes que vous avez, toutes les personnes qui sont interviewées, et j'étais surtout sensible à l'iranienne, notamment, qui le raconte ça très très bien, expliquent en quel point ce R intervient comme quelque chose qui sépare. C'est une séparation, c'est une division. Ça divise la personne entre ce qu'elle a été et ce qu'il est, entre les générations, entre les différents... Voilà. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui manque, qui est errant, mais qui parce qu'il divise, parce qu'il a une fonction de division de chacun, interroge effectivement et donne un sens particulier. Il n'y a pas beaucoup, je suppose, je ne sais pas si on peut dire que le R est un phonème, c'est un morphème peut-être, je ne sais pas bien, mais en tout cas c'est quelque chose qui s'inscrit entre les personnes. Ça s'inscrit entre les personnes, et ça c'est très impressionnant. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, cette fois-ci, c'est dans votre film, c'est à quel point il est incarné. C'est-à-dire que c'est une langue incarnée. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu les fleurs que vous montrez. Pour moi, c'est une incarnation. Et je dois dire que j'avais été très, très frappé. Je vous ai entendu par hasard sur France Culture évoquer votre film. Lesquels? Parce que j'y passais 2 fois sur France. Ah, excusez-moi, je sais pas. J'ai entendu mais vous avez dit, moi, je ne suis pas linguiste. Et ça m'a beaucoup frappé parce que vous en connaissez un brin sur les langues, sur la linguistique, aujourd'hui encore. Mais je crois que vous avez besoin, effectivement, de pouvoir filmer, de pouvoir entendre. Et tout ça est extrêmement incarné. C'est ce que je crois que ce qui fait la beauté de votre film. C'est pas voilà, c'est pas une œuvre radiophonique. Et ça, c'est très important. Moi, je trouve que c'est très important parce que... Et pourtant, il est question que de la langue. Et là, il y a quelque chose d'un peu magique dans votre cinéma. C'est pas le premier film qui est comme ça. Merci beaucoup. Et c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que pour moi, le R avait quelque chose de très physique. Hein. Et d'ailleurs, Louba le dit quand je vais. Elle dit que c'est le côté animal. Elle dit. Et moi, quand je filmais les fleurs, parce que c'est moi. Et pour les entretiens, j'avais un caméraman, mais pour les fleurs, je filmais moi avec mon téléphone. Et je filmais avec le téléphone parce que j'étais à une distance. Je touchais presque les fleurs. Et parfois, je touchais même, parce que je trouvais le rouge au début. Je rentre vraiment dans le... Vous savez, où il y a les petites boules rouges. Mais même le reste, parce que je voulais le plus
et que ce soit le plus matériel possible, comme les airs. C'est-à-dire vous avez trouvé là ce que moi j'ai senti, c'est ce côté tellement charnel du air d'un côté, et moi j'essayais de filmer comme ça les fleurs, d'être vraiment, vraiment à presque les toucher, et ça pouvait se faire seulement avec le téléphone, et d'une certaine manière dans ce film que par moi, parce que c'est dans le mouvement comme ça. Juste une question par rapport aux couleurs. Comment vous avez réparti les couleurs? Pourquoi l'un est jaune, l'autre est bleu, l'autre est... Parce que ça ne peut pas être autrement. Bravo. C'est toujours les pourquoi du pourquoi, c'est dommage. Mais je ne sais pas, j'ai découvert ça et je l'ai dit souvent ici, je veux dire souvent depuis que j'ai découvert ici, que je vous ai dit au début du film que Gadi et Gila, c'est-à-dire les G, je ne sais pas si c'est un fond, je sais pas, G, les G, étaient verts. Hein? Et je savais pertinemment que Guy Régis va être vert. Donc ça veut dire que ce truc synesthésique m'est resté. Bon, Guy, c'est l'exemple, G, c'est absolument vert, et ça reste encore. Hein? Bon, si jamais il n'y a plus d'urgence, on peut s'arrêter là. Et merci beaucoup à vous deux.